Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. Alors toujours en collaboration avec Laurence du journal écrit Automobile, dans tous vos kiosques. Salut Laurence. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Eh bien, écoute, on va parler d'un essai qu'on a fait ensemble, un essai très sympathique sur la nouvelle Nissan Micra et ses nouvelles motorisations essence. Oui. Alors, ils nous ont présenté deux moteurs. 3 cylindres. 3 cylindres. IGT 100, 1 litre turbo, et DIGT 117, 3 cylindres, suralimentés aussi, mais beaucoup plus sophistiqués. On va voir ça dans les détails. Alors, d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces deux motorisations en large, là ? Alors, en large. Alors déjà, petit clin d'œil, donc ils sont forcément nés de l'Alliance Renault. Donc le premier, c'est l'Alliance Renault, et donc on va le retrouver sur la Clio 5 aussi. Ouais. Et le deuxième, le 117 chevaux, c'est l'Alliance plus Daimler. Donc peut-être qu'on va le voir aussi chez Mercedes apparaître à suivre. Sincèrement, c'était un grand besoin, c'était une grande nécessité. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Voilà, ils ont sorti la nouvelle Micra il y a à peu près 2 ans. C'était une jolie petite voiture, une petite citadine qui avait été bien relookée, bien finie. Mais là, au niveau motorisation, c'était pas génial. Et moi, où j'ai beaucoup... mon point fort, ça va même au-delà, c'est enfin une boîte automatique. Tout à fait. Même si c'est une fausse boîte automatique, c'est bien. Parce qu'en fait, on en a de plus en plus besoin, surtout que c'est des voitures urbaines et un petit peu extra-urbaines aussi, mais principalement en ville maintenant, avec les problèmes de circulation et tout, la boîte auto, c'est vraiment l'idéal. Et quand on y a goûté, c'est mort. Pardon ? Quand on y a goûté, c'est mort. Exactement. Mais moi, je pense même que c'était une aberration il y a 2 ans de ne pas l'avoir sortie tout de suite en boîte auto, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on commence à sentir... Moi, je les ai rencontrés, là. Je suis tombé sur eux à Genève, au salon de Genève, là, sur le stand. Oui. Ils m'ont sauté dessus, là, les deux, le chef. Et puis, ah, salut Pierre, t'es là. Ils étaient contents de me voir. Et puis, on a discuté. Mais vu la discussion qu'on a eue, on sent un peu l'après-Gone, quand même. Oui. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi. J'expliquerai après pourquoi en fin d'intervention sur ces deux moteurs. Oui, donc moi les moteurs, bon, j'ai aimé la petite pêche que ça donnait, la légèreté que ça avait. Enfin, pour moi, c'était vraiment indispensable à l'auto. Moi, ma préférence était quand même sur le DIGT 117, c'est compliqué leur appellation moteur. Bien sûr. L'IGT 100, on sent que c'est vraiment c'est un moteur qui est bien, qui est sympa, qui est quand même très vivace, mais il a quand même il a pas d'arbre d'équilibrage, donc ils ont fait une espèce de truc avec une poulie décalée, mais on sent quand même des vibrations, ce qui est un peu dommage dans cette gamme de prix de voiture quand même. Mais le 117 est vraiment hyper sophistiqué comme moteur et c'est un véritable régal, quoi. Exactement, donner une petite version sport à la voiture, c'est très très agréable. Tout à fait. Et puis il a plus de couple, il consomme moins parce qu'il a des artifices qui font que ça consomme moins. Mais ça qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il a plus de pêche, plus de couple, on s'amuse davantage, il consomme moins. Donc mais c'est souvent comme ça, tu sais, des fois de sous-motoriser une voiture. Parce que c'est des voitures qui sont lourdes quand même. Oui. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans cette voiture, je ne l'avais jamais essayé, c'est l'habitabilité, quoi. C'est surprenant, Ah, c'est surprenant, l'habitabilité, par rapport à, par exemple, si on compare ça à la nouvelle 208 ou au Clio, c'est vraiment, il y a vraiment une différence notoire, Oui, ils ont fait une citadine intelligente. Voilà, et comme ils m'ont passé, là, quand je suis rentré sur Paris, ils m'ont passé le nouveau Qashqai. Oui. Alors, c'est pareil, le nouveau Qashqai, il y a une habitabilité là-dedans incroyable. Et avec un moteur essence, qui m'ont prêté un moteur essence, qui est la version 4 cylindres du DIGT 117, où j'ai fait des consommations de folie, quoi. C'est bien simple, quand je l'ai ramené, je suis parti de Picardie un matin de semaine, vers 8h, en plein dans les embouteillages parisiens pour aller au travail. Et j'ai fait 6 litres 8 malgré les embouteillages. Je suis passé dans Paris et tout ça, et j'ai fait 6 litres 8 avec cette voiture. Donc voilà. Donc ces deux moteurs sont vraiment de très haute technologie et ils permettent d'avoir des consommations vraiment très très intéressantes.
Voilà. Donc, à noter aussi qu'il y a une courroie élastique. Ça, c'est une petite nouveauté qu'on voyait avant que sur certains très très haut de gamme. Donc, c'est une courroie d'accessoires qui permet d'économiser un galet tendeur. Une pièce en mouvement, donc du bruit en plus, et voilà quoi. Mais en parlant de bruit, moi je suis quand même sidérée de l'amélioration de l'isolation phonique de la voiture. Oui, ben oui, tout à fait. Et puis, il y a l'isolation phonique, il y a les nouveaux. Ils travaillent énormément maintenant sur les bruits des moteurs, les résonances. Des fois, ils mettent une petite masse quelque part, ça permet de canaliser un bruit vers l'extérieur ou de l'annuler. Enfin, je veux dire, c'est quand même il y a quand même des sacrés développements là-dedans. Hein. Mais remarque, tu me diras, quand tu vois le tarif des voitures, ils sont malheureusement obligés, quoi. Parce que, mais tout ça, ça fait du poids en plus, quoi. Après, en niveau tarif, celle-ci, elle a quasiment pas augmenté par rapport au modèle qu'ils ont sorti en 2017. Oui, d'accord, mais ça commence si on veut un truc bien fini comme la version sport, ça commence à causer en tarif. Voilà, oui, le premier prix est intéressant, il est à 16 000 €, donc c'est intéressant, mais effectivement, après, ça monte. Bah oui, ça monte bien, et puis 16 000 €, c'est déjà quand même une somme pour une petite voiture. Oui, mais enfin par rapport à ses concurrentes. Ah oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord. Alors là, je la trouve très 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 bien placée. Le problème de ces petites voitures, c'est qu'elles deviennent de plus en plus haut de gamme et elles sont de plus en plus chères, quoi. Et je sais, voilà, quoi. On verra par la suite ce que ça donne tout ça, mais enfin bref, voilà. Mais enfin bon. Ces deux mécaniques sont vraiment très très intéressantes et ça permet à Nissan et à leur groupe de progresser dans ce genre de motorisation, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, Donc c'est vraiment très très bien parce que cette alliance-là, j'espère qu'elle va continuer parce que en plus avec Mitsubishi maintenant, ça va leur permettre d'avoir des atouts supplémentaires dans tout ce qui est hybride et vice versa. Voilà. Donc ils m'ont lâché une petite info sympa que j'ai eu aussi bien chez Renault que chez Nissan. Oui. Donc on va en parler dans une prochaine émission parce que je pense qu'au Salon de Genève, il y en a qui ont déjà pris du retard alors qu'ils présentent des concept cars. Voilà. Je vais parler maintenant. Tu nous laisses comme ça sur notre fin ? Hein ? Tu nous laisses comme ça sur notre fin ? Eh bien oui, c'est pour permettre aux gens de nous réécouter un petit peu plus tard, cher ami, tu sais. Voilà. Voilà. Donc on va parler maintenant d'un bouquin sympathique que je cherche. Il y a 2 livres. Alors c'est les livres, je ne sais pas si tu les connais, Laurence, c'est les livres qui s'appellent La voiture de mon père. Ah non. Tu connais pas ça? C'est vraiment très sympa. Et donc là, ils m'en ont envoyé 2. C'est ETAI qui fait ça. Oui. Alors, je cherche mes petits papiers. Ça va peut-être faire un peu de bruit. Pierre va me tirer les oreilles. Mais moi, ils m'en auraient envoyé un si ça s'appelait La voiture de ma mère. Voilà, ce que tu vois, ça te donne des idées. Hein. Donc, alors moi, c'est marrant parce que je pourrais appeler ces livres-là. Ils m'ont envoyé 3 livres. 2 livres La voiture de mon père et un 3e qui est sur Simca. Alors ces 3 voitures-là, ça aurait pu être mes propres voitures, parce que c'est des voitures que j'ai eues, déjà une dans ma jeunesse, et puis une quand j'étais un peu plus âgé. Et on va commencer par la GS. La GS de chez Citroën. Oui. Tu sais que c'était la voiture la plus vendue de chez Citroën ? Non, après la 2 chevaux. Ils ont vendu ça à plus de 2 millions d'exemplaires. D'accord. Voilà. Donc c'est une voiture qui a été en plus conçue en moins de 2 ans. Surtout à l'époque, ils n'avaient pas les ordinateurs qu'on a maintenant. Ils dessinaient tout à la main, les voitures étaient faites entièrement à la main. Enfin, quand tu vois sur quoi ils étaient partis, quand tu ouvres le bouquin, c'est quand même assez intéressant. Ils étaient partis sur une espèce d'Ami 6 à modifier, enfin un truc, et puis il y en a un qui a tapé sur la table, qui a dit non, et ils ont pondu la GS. Bien. Voilà. Une voiture populaire, qui a... Alors, il y a eu des choses terribles sur cette voiture, c'est que elle a été commercialisée de 69 à 85 quand même, avec la GSA. Oui. Et à l'époque, quand la GS est sortie, le journal automobile avait fait un comparatif avec une Mercedes 600 sur un trajet de 1000 km par l'autoroute. Incroyable. Ah ouais, non, mais tu sais que là, les journalistes se creusaient la tête à l'époque, et je pense que c'est ce qu'on fait, c'est ce que moi je fais un peu avec toi, mais maintenant ça plaît pas trop, quoi. Donc la GS a parcouru ses 1000 km sur l'autoroute en 8h56 minutes, ce qui fait une moyenne de 110,8 km/h, et la Mercedes, elle a mis 8h11, d'accord. Il n'y a pratiquement aucun écart de temps, ça doit être le café, la différence, je pense. Et donc ils ont été un peu plus loin, ils ont comparé le coût
de voyage, parce qu'une GS c'était comme un véhicule très très confortable, hein. On pouvait le comparer à une Mercedes sans problème, hein. C'était un tapis volant cette voiture, hein. À part ceux qui vomissaient à l'arrière, mais ça a toujours été le problème des suspensions Citroën, dont toi. Voilà. Donc le coût pour faire 1000 km essence péage compris, ils n'ont pas mis le resto, hein, parce que sinon l'écart aurait été encore plus important en fonction des classes des gens qui conduisent. La GS c'est revenu à l'époque à 169 francs 85. Ouais. Et la Mercedes, 400 francs 99. Tu vois le truc? C'est incroyable. Et tu vois, et je suis sûr que maintenant on ferait des comparatifs comme ça, les gens s'arracheraient la tête. Alors voilà. Ça, et puis moi ce qui m'interpelle, c'est que je suis persuadée qu'on n'aurait pas le même timing non plus. On mettrait peut-être plus de temps aujourd'hui. Ah, c'est possible. Vu la circulation qu'il y a actuellement, on ne pourrait pas avoir une moyenne de 110 km/h sur 8 heures, quoi. C'est impossible. Ouais, puis à 110 km/h, là, à mon avis, il y a les arrêts qui sont dedans. Bien sûr. Ils ne roulaient pas à 130 tout le long, les mecs. Hein. Ouais. Il n'y avait pas les radars. Il n'y en avait pas, non. Puis l'autoroute remplissait vraiment son rôle. Voilà. Hein, donc, ce livre va vous retracer l'histoire de la GS, du moteur 1015 en passant par le 1220. Alors, il y avait les X1, les X2. Après, il y a eu la fabrication de la GSA avec la 1300, avec la GS 1300. Et le fameux birotor. Qui a été le dernier modèle de GS, je pense. Oui, la GSA. Et ça a été remplacé par la BX après? Oui, tout à fait. Une autre évolution en matière d'automobile et de style. Hein. Oui. Bah là, on est passé du rond au carré. Ouais, c'est ça. Et alors, il y avait un truc fantastique sur cette voiture qui a été fabriquée à 847 exemplaires. C'était la birotor. Ah. Et ça, moi, c'est un souvenir incroyable de cette voiture parce que c'était l'époque du plein emploi et moi, j'étais dans ma dernière année d'études de mécanique et Citroën est venu nous présenter à l'école, à la section mécanique, la GS Birotor. Ils étaient venus avec des éclatés de moteur, une voiture, ils nous ont emmené faire un tour en bagnole et tout. Et dans la foulée, ils nous ont tendu des propositions d'embauche et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe PSA, quoi. Voilà. Bien. Voilà. Et la voiture, cette GS, faisait quand même 34 secondes, 14 au kilomètre départ arrêté pour l'époque. Hein. On aurait pu faire les courses avec presque. Ah bah oui, non, c'était un truc de fou. Hein, mais bon, c'est le prix du carburant qui l'a tué. Hein, et voilà, quoi. Donc il y avait aussi, il parle aussi des versions MEP, hein, qui étaient des voitures de course issues avec le moteur de la GS. Voilà, donc ce livre, ça coûte la modique somme de, je vais vous dire ça tout de suite, il faut que je retrouve mon papier, ça coûte 29 €. C'est raisonnable. C'est très raisonnable. Ah oui, mais c'est vraiment très sympa parce que pour ceux qui sont un peu amateurs de l'automobile, ça permet de retracer l'histoire d'une automobile qui, je rappelle, a été conçue en 2 ans, quoi. Alors qu'on pense que maintenant, ils arrivent péniblement à sortir des voitures qui ne sont pas abouties en 4 ans. Malgré tous les progrès techniques, je veux dire, c'est quand même assez intéressant. Bon, bah écoute, on va clôturer cette émission. On va appeler, je vais faire un petit stand-by, je vais te rappeler après. Et puis, d'accord, on fait comme ça? On fait comme ça. Ça marche. Allez, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir. Eh bien, au revoir à tout le monde. Je voulais préciser quelque chose, je peux? Oui, vas-y. Le numéro d'automobile qui vient de sortir n'est pas vendu en kiosque, mais uniquement sur Internet pour ce numéro-là. D'accord. www.automobile.com. Voilà, bah écoutez, allez acheter ce livre qui est un regard de femme sur l'automobile, ce qui est quand même assez rare pour le préciser. Oui, c'est le seul. C'est le seul. C'est pour ça que c'est rare. Allez, à bientôt. Eh bien, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.